Le général Beauharnais, en quittant l'armée de Rhin, s'était retiré sur une de ses terres situées à quelques lieues de Blois. Il y avait vu, dans une profonde retraite, gémissant sur tous les déplorables excès qui déshonorèrent la liberté, regrettant amèrement la gloire qu'il ne pouvait plus partager, mais son âme avait eu trop d'éclat pour qu'il pût espérer échapper aux persécutions dont les membres de l'Assemblée constituante étaient les victimes. Il fut arrêté et jeté dans les prisons de Paris peu de temps avant le 9 Thermidor, lorsque le peuple commençait enfin à retrouver de la sensibilité et de l'effroi à la vue des supplices dont on avait surfit ses regards depuis si longtemps. Les Jacobins imagineront des conspirations de prison pour avoir un prétexte de prolonger le massacre. Il avait emmêlé avec des prisonniers quelques espions qui trouveront des hommes assez lâches pour racheter leur vie aux dépens d'une atroce calomnie. L'un de ces misérables furieux d'avoir été découvert par M. de Beauharnais dans ses infâmes intrigues et inquiet de le voir se déclarer avec toute l'indignation et toute la hauteur d'un honnête homme le dénonça et l'on punit en l'envoyant à l'échafaud. Il périt le 7 Thermidor, du jour avant la chute de Robespierre. Madame de Beauharnais avait été enfermée 18 mois dans une des prisons de Paris. Elle y était tombée gravement malade lorsque son acte d'accusation, c'est-à-dire l'arrêt de sa mort, lui fut remis. Heureusement, un honnête et courageux médecin polonais dont je regrette de ne pas avoir le nom fut chargé de la soigner. Il déclara que la maladie allait en faire justice et qu'elle n'avait pas 8 jours à vivre. Elle fut ainsi sauvée. À sa sortie de prison, elle employa avec une bonté courageuse tous les avantages qui lui donnèrent son malheur, et tous les dons de son esprit aimable, pour obtenir la liberté d'une grande partie de ses compagnons d'infortune. Elle était donc aimée, respectée par tous ceux qui la société présentait des plus recommandables. Ses précieuses qualités l'ont rendu digne de son incroyable élévation. Il me sera doux de revenir souvent à elle, dans les cures de ses mémoires. Les fonctions de commandant en chef de Paris donnaient des grands pouvoirs au général Bonaparte et sa conduite dans la journée des 13 vendémiaire lui assurait de justes droits à la confiance du directoire. Mais bientôt le gouvernement se sentit importuné et même humilié, toujours de son jeune général. En effet, il ne faisait rien qu'à sa tête, se mêlant de tout, décidant sur tout et ne répondant qu'à ses idées. L'activité, l'étendue de son esprit, la hauteur de son caractère ne pouvaient s'accommoder de l'obéissance. On croit que ce fut. Le directoire voulait encore ménager les Jacobins. Le général fit fermer la salle et leur assemblée. Le gouvernement ne l'a pris commun où il allait en délibérer. Des personnes de l'ancienne noblesse paraissaient dangereuses à Paris. Le directoire voulut les en éloigner. Le général les couvrit de sa protection. Il fallut céder. Il prescrivit des mesures. Rappeler des généraux, des scassiers, repousser avec hauteur toutes les préventions, blesser toutes les vanités, se moquer de tous les préjugés prévus, toutes les haines, appeler gaucherie la marche lente et embarrassée du gouvernement et quand au directoire on s'agissait de lui faire des représentations, il ne se fâchait pas, mais il présentait ses idées et ses projets avec une lucidité
ou facilité est une éloquence qui ne laisse rien à répondre. Et 2 heures après, tout ce qu'il avait dit était exécuté. Reste si le directoire était fatigué de lui. Le général Bonaparte ne l'était pas moins de cette vie de Paris qui n'offrait aucune carrière à son ambition, aucune gloire à son génie. Depuis longtemps, il avait formé le projet de conquérir l'Italie. Au long séjour à l'armée de Nice, lui avait donné le temps nécessaire de mûrir ses desseins, d'en calculer toutes les difficultés et d'en saisir toutes les chances. Il demanda au gouvernement le commandement de cette armée, de l'argent, des troupes. Il fut nommé général en chef. On lui donna des troupes, mais avec la modique somme des 100 000 écus. C'est avec si peu de ressources qu'il devait conquérir l'Italie, à la tête d'une armée qui n'était pas payée depuis 6 mois et qui n'avait pas même de souliers. Mais Bonaparte avait la conscience de sa force. Et embrassant un immense avenir avec ivresse, il fit ses adieux au directoire qui les vit partir avec un plaisir secret, heureux de se débarrasser d'un homme dont le caractère les subjuguait et dont les vastes projets n'étaient aux yeux de la plupart de ses membres qu'une saillie de jeune homme plein d'orgueil et de présomption.